puisque la CAF, dans le règlement de la CAF, les stades doivent être prêts 6 mois avant le début de la compétition. Cela suppose qu'on devrait être prêt au plus tard à la fin du mois de décembre. Nous sommes déjà à la fin du mois de juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc il nous reste 4 à 5 mois, 4 mois précisément pour être prêt. Alors, quand vous regardez l'avancée des travaux, est-ce que vous êtes optimiste, Edim Bilobert? Je fais partie de ceux qu'on a insultés de ne pas être patriotes pour avoir dit que notre pays aurait pu laisser qu'un autre pays plus près, mieux préparé, organise la coupe et que nous prenions notre temps. Puisque nous aimons prendre le temps, qu'on prenne le temps d'organiser la Coupe d'Afrique dans 4 ou 6 ans, c'est-à-dire en 2024, voire 2000, c'est tous les 2 ans, non? Non, tous les 2 ans. Oui. Donc, voire 2026, mais que on fasse honneur à nous-mêmes et à l'Afrique. Nous avons tenu ce discours au plus fort de la crise qui a été déclenchée à la suite des propos du président de la CAF, que le temps et les événements sont en train de confirmer. On a vu toutes sortes de personnes saisissant l'occasion des propos du président de la CAF pour soi-disant venir vanter son patriotisme, son soutien à la nation camerounaise. Le président de la CAF a été couvert de tous les propos dégradants, irrévérencieux à l'endroit d'un fonctionnaire qui ne travaille pas pour Madagascar mais pour l'Afrique. Tout a été dit à l'endroit de ce monsieur. Et nous qui nous plaignons de cet état de choses, nous étions un peu comme des bannis. Vous me demandez aujourd'hui si je suis optimiste. Je ne suis pas dans l'optimisme. Je suis dans l'attente de voir. Parce que quand il y a eu ce débat ici, au pays, j'ai dit, ok, attendons de voir. Ce n'est pas la peine de nous déchirer. Si les stades sont prêts, on verra. S'ils ne le sont pas, on verra. Le temps et les événements trancheront. Donc je reste dans cette attente, puisque si j'ouvre ma bouche maintenant, les gens vont dire que dans 6 mois, on sera prêt. Mais nous savons qu'à l'occasion de ce grand chamaillement que nous avons connu, je crois que c'était l'année dernière, lors de la première mission d'inspection de la CAF, le pays était divisé en 2. Nous qui disions, laissons qu'un autre pays africain le fait, nous ne sommes pas prêts et nous ne serons pas prêts parce que nous nous connaissons. Nous avons fini par dire, ok, organisez donc, on verra. Nous avons même vu naître une deuxième catégorie, une troisième, qui disait, nous allons organiser, mais ce sera mal organisé, mais il faut organiser. C'est une génération de Camerounais spéciale. C'est une génération spéciale de Camerounais. Des Camerounais qui acceptent que ce soit fait dans la honte, simplement parce qu'il faut faire. Pour qu'on ne nous insulte donc pas et on ne nous taxe pas d'antipatriotes, nous nous sommes tus. Je croyais qu'à 6 mois, on serait déjà en train de rôder les installations. Alors, nous sommes partis pour une saison de pluie dont personne ne sait quelle sera la durée. Oui, compte tenu du dérèglement climatique. Oui, encore que la Cannes prochaine. Vous savez dans quelle situation est Douala ce matin? Ah oui. J'ai dû venir ici en babouche. Oui. Parce qu'il n'est même pas possible de sortir de la maison pour atteindre le trottoir. Bon. Les supposés drains qui sont en construction, il est important que ceux qui les ont pensés et qui les construisent sortent pendant la pluie pour aller voir la fonctionnalité des structures qu'ils ont construites. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que du côté de Maria Goretti, qu'on ait construit des drains de moins d'1,5 mètre de large. Il faut donc voir ce qui se passe ce matin dans ce quartier. Les drains sont largement débordés, l'eau est au-dessus des drains, a dépassé le lit prévu du drain et même l'emprise du drain. Est-ce que si cette pluie qui a commencé à 4 heures du matin se poursuit jusqu'à midi, nous aurons quelle situation? Les routes depuis l'ancien aéroport jusqu'au marché central, vous ne pouvez pas marcher à pied. Bon, laissons donc.
nous sommes préoccupés par les élections. On ne sait pas si l'élection Cameroun est en mesure d'organiser. Les inquiétudes se pointent. Les débats commencent là-dessus parce qu'on a attendu la veille de la convocation du corps électoral pour changer la direction générale des élections qui se portait déjà mal et on le savait. Le nouveau dirigeant arrivé a estimé, parce que nous savons aujourd'hui que l'une des raisons profondes qui a motivé le report des élections législatives et municipales, c'est que le directeur général des élections a demandé ce report. Étant entendu qu'il venait d'arriver, il y a une situation qu'il a trouvée, qui rendait compte de ce que l'élection Cameroun n'était pas prêt. L'élection Cameroun n'était pas matériellement prêt pour organiser la même année 3 grands scrutins de cette envergure. Or, on savait que ces scrutins arrivent. Comme on savait qu'en décembre, il faut que les stades soient prêts. Donc, nous nous sommes habitués à la honte. La honte n'effraie pas les Camerounais. Ils peuvent parfaitement écumer les plateaux de télévision, de radio pour expliquer la honte. Expliquer ce qui ailleurs ferait taire les gens. Au Cameroun, ce qui fait taire les gens les fait parler. Vous avez vu ce qui vient de se passer, je crois que d'ailleurs vous m'avez appelé ce matin pour ça. Oui. Des gens s'en vont prendre l'argent à Yaoundé sous le prétexte de soutenir un régime qui n'a pas besoin d'eux, qui n'ont pas les moyens de soutenir, ils n'ont pas d'élus, ils n'ont rien. La seule chose qu'ils apportent à ce régime, c'est qu'ils apportent à ce régime la honte de l'opposition. Et on voit ces gens-là sur les plateaux de télévision pour essayer d'expliquer la bonne raison qu'ils ont d'apporter au régime, de servir au régime sur un plateau en or, la preuve que l'opposition est malade, qu'elle se porte mal. Donc c'est devenu une marque d'existence du Cameroun. La capacité à vivre avec la honte. De mauvaises routes, mais on vit avec. Et les gens qui dirigent n'ont pas honte d'avoir des mauvaises routes. Quand à Abidjan, on est en train d'ouvrir les chantiers de construction de métro, nous, on est encore à ne pas savoir quels sont les moyens de transport en commun que nous allons développer pour la ville de Douala à l'occasion de cette carte. Vous voyez les chantiers de construction ou de mise en place d'un équipement de transport en commun des bus dans la ville de Douala d'ici décembre. Vous savez qu'un projet sommeille quelque part dans une administration ici. Donc, ce sont les bains sikines que nous allons offrir comme décor en matière de transport en commun, là où le Maroc se préparait à offrir le métro comme moyen de transport en commun à l'occasion de la Coupe du Monde, qui malheureusement ne lui a pas été accordé. Mais ce n'est que partie remise. Et le Maroc ne baisse pas les bras, il travaille. Au Cameroun, on s'est habitué à être incompétent. Être incompétent, ça ne dérange personne. Qu'un individu qui est en charge de quoi que ce soit, d'une mission, ne soit pas à même de l'exécuter, ne justifie pas qu'on l'enlève. Vous avez un président de la République qui, en 36 ans, n'est pas sur le point de nous laisser un pays qui nous rend fiers de quoi que ce soit, sur aucun domaine. Mais vous avez des gens qui se lèvent et qui vous disent « Nous avons combattu ce monsieur pendant 20 ans. Et aujourd'hui, nous trouvons que non, c'est lui qui est bon. » Et ils viennent sur les plateaux de télévision. Depuis qu'ils ont posé leur acte à Yaoundé, depuis dimanche, je crois que c'est dimanche qu'ils sont allés à poser leur acte à Yaoundé, ils se font appeler G20. Ça veut dire qu'ils ont longtemps réfléchi, ils ont travaillé ensemble pour se constituer en groupe de 20. Est-ce que l'argument de la sagesse de Paul Biya et son expérience en politique dans un contexte aussi délicat la canne hypothétique et l'insécurité au sud-ouest et au nord-ouest ne justifie pas leur alignement derrière lui? Mais l'insécurité au nord-ouest et au sud-est justifie l'organisation de la canne? Si l'insécurité est devenue la Libye pour prétendre qu'on doit maintenir M. Biya au pouvoir,
l'insécurité est un alibi pour organiser la CAN. Je croyais que l'insécurité est un facteur qui empêche d'organiser une fête de football. Le pays ne peut pas être en même temps dans une situation où on doit être à son chevet et que des gens viennent nous dire que c'est le bon moment pour organiser la CAN. Quand on prenait la décision, la mission de la CAF, la première mission est venue ici en quelle année? C'était pas l'année dernière? La crise anglophone n'avait pas déjà commencé? Bien sûr, oui. On ne savait pas que le Sud-Ouest, qui doit abriter certains matchs, peut avoir des problèmes. On ne savait pas qu'il y avait un risque de sémage de la crise. Nous étions considérés comme les parents pauvres de la réflexion au Cameroun. Nous nous sommes tus. Le temps et les événements nous montreront la route d'ici à quelques mois. Alors, Abel Elibi Lebert, nous sommes dans le processus électoral déjà entamé, 28 candidatures déposées à l'ECAM, 11 candidatures déjà rejetées pour dossier incomplet. Alors, est-ce que c'est si difficile de déposer un dossier de candidature? Non. Tout le monde sait ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui s'est donc Ce passé? qu'il faut ne s'improvise pas. C'est écrit dans des textes. Tous ceux qui sont allés déposer ces candidatures, beaucoup d'entre eux ont déjà été des candidats. Pour ne citer que M. Olivier Billet, il a déjà été candidat. S'il y a quelques outsiders, des nouveaux venus, ils n'ont jamais été des gens incapables d'avoir un exemplaire du code électoral entre les mains. Donc la composition du dossier est connue. Et elle est connue exactement avec précision depuis 2012. Date de publication du code électoral. Ce n'est pas aujourd'hui. Donc depuis 2012, celui qui aspire à être candidat, parce qu'en 2012, au moment où on promulgue le code électoral, le mandat de 7 ans qui se termine cette année était déjà lancé. C'est un mandat qui a commencé en 2011. Donc tous ceux qui avaient l'ambition d'être candidats ce octobre 2018 savaient depuis 2012 quels sont les éléments constitutifs du dossier de candidature. Donc depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Monsieur Olivier Billet, par exemple, ne peut pas nous dire objectivement, il ne peut pas venir, et je le félicite, de s'être retiré de l'espace médiatique, de ne pas avoir le courage de venir devant les plateaux de la radio et de télévision expliquer pourquoi c'est à minuit qu'il veut aller payer la caution. La caution se paye au trésor. Le trésor n'est pas un démembrement de Elections Cameroun. S'il est prévu que Elections Cameroun est ouvert jusqu'à minuit pour recevoir les dossiers, ce qui est une disposition spéciale en rapport avec le code de travail. Parce que comme tout autre organisme, l'ECAM est censé être clos à 16 heures. Mais la loi qui crée l'ECAM prévoit que le jour où il faut recevoir les dossiers de candidature, la date limite, ce n'est pas 16 heures. Parce que quand on parle d'une date, ce n'est pas simplement le mois, le jour. La notion de date en cette matière est complète. C'est l'année, c'est le mois, c'est le jour, c'est l'heure. Les textes prévoient que jusqu'à minuit. Donc ce jour-là, de la date limite de dépôt des dossiers, l'ECAM doit être ouvert jusqu'à 23h59 minutes. Mais on n'a pas dit que le trésor, les centres d'état civil, les sous-préfectures qui délivrent les certificats de résidence, les services des impôts qui délivrent les certificats d'imposition ou de non-imposition doivent être ouverts le jour du dépôt des dossiers. Le jour du dépôt des dossiers n'est pas un jour spécial pour le trésor. C'est un jour ordinaire. La question du dépôt des dossiers de candidature ne concerne pas le trésor. Donc un candidat qui vient vous dire que c'est à minuit qu'il allait déposer son argent au trésor est un menteur. Il ment. Il n'avait pas d'argent.
Parce que s'il avait de l'argent prêt, il aurait payé la veille. Il aurait payé l'avant-veille. C'est une pièce, la quittance de versement de la caution est une pièce constitutive du dossier. Dès que le corps électoral est convoqué, vous avez 15 jours. Est-ce que c'est normal que des gens nous donnent l'impression que c'est pas dès la convocation du corps électoral qu'ils ont commencé à chercher 30 millions? Eux qui savaient depuis 6 ans, date de promulgation du code électoral, qu'ils auront à payer 30 millions. C'est à l'avant-veille, 2 jours avant ou 3 jours, que d'autres lancent des appels à cotisation publique pour nous donner l'impression qu'ils ont une foule de partisans, de sympathisants qui cotisent pour eux. Mais les sympathisants, ils auraient dû cotiser pour vous 2, 3, 4, 5 mois avant. Donc les gens prennent des comportements qui montrent la légèreté avec laquelle ils réalisent à bord d'élections présidentielles comme des comportements de publicité sur leur popularité et leur capacité à gagner les élections. Certains ont dit qu'ils attendaient la convocation du corps électoral. Mais je dis que quand on convoque le corps électoral, vous avez 15 jours pour déposer votre dossier. Donc du jour où on convoque le corps électoral, vous pouvez commencer à déposer vos dossiers jusqu'au 15e jour à minuit. Donc vous avez eu 15 jours pour lancer l'appel à cotisation publique. Vous avez eu des mois pour lancer l'appel à cotisation publique. Parce que moi, je croyais que ces gens que j'ai vus voyager partout à travers le monde allaient faire la campagne de 11 millions de citoyens d'ici et cela, par-ci, par-là, monter, descendre. Vous nous envoyez les images dans les grands hôtels de luxe aux États-Unis, en Europe et tout. Ils étaient, pendant qu'ils faisaient tout ça, en train de mobiliser les ressources. Donc c'est comme on a déposé les dossiers le 19, là, que certains sont déjà en train de commencer, en train de chercher l'argent maintenant pour la campagne. La campagne, c'est au moins 500 millions de francs. La campagne électorale, c'est au moins 500 millions. Si vous devez mettre une banderole dans chaque carrefour d'une ville comme Douala, une banderole, la ville de Douala a à peu près 1000 quelque chose de carrefour. Même si vous décidez de mettre seulement 500, d'habiller 500 carrefours d'une banderole qui coûte 20 000 francs en moyenne, ou 25 ou 30 000, fois 500 carrefours qu'il y a dans à peu près dans la ville de Douala, la moitié, ça fait combien? Il faut faire la même chose à Yaoundé. Il y a 360 communes. Mettez 5 banderoles par commune. 5 banderoles seulement parce que la seule commune de Douala 5, où moi j'ai été responsable de la communication de mon parti, de mon ancien parti politique. La ville de Douala 5 a 90 grands carrefours. Si vous voulez mettre des banderoles pour avoir une certaine visibilité, vous devez vous préparer à mettre au moins 45 banderoles. C'est-à-dire la moitié. Si vous prenez BP Cité, ESSEC, Palais de Justice, Ndokoti, cette zone, prenez un peu une petite surface comme celle-là. Ouais. Combien de carrefours vous avez là où il faut mettre une banderole? 8. Vous voyez? 8, oui. Et il y a des zones comme ça partout. Si vous prenez de ESSEC jusqu'à l'école publique de Daïdo, vous avez combien de carrefours là que vous traversez? 5. Prenez de Ange Raphaël pour partir vers Carrefour Agip. Ressortir par marché New Daïdo, monter jusqu'à Balafong ici. Tous ces continents, vous avez combien de carrefours là qu'il faut habiller? Alors là, je ne compte pas. Bon. Faites-le donc. Ça, c'est une commune. Mettez même en moyenne. Parce que le plus pauvre des candidats doit mettre 10 banderoles en moyenne dans une commune. Il y a 360 communes au Cameroun. Donc 3600 banderoles. 3600 banderoles. Multipliez ça par 10 000. 3600. Ça fait 2 zéros. Vous ajoutez 4. Ça fait 6. Ça fait 36 millions. Si la banderole coûte 10 000. Multipliez ça, ça ne coûte pas 10 000. C'est 50 000 la banderole. La banderole. Multipliez donc ça par 5 maintenant.
36 millions fois 5. Sans compter les frais de régie publicitaire. Laissez d'abord, ça prenait la confection des banderoles elle-même. Oui. 36, nous venons de compter 36 millions si vous en mettez 10. Oui. À raison de 50 000 francs par banderole. Oui. Allez donc à fois 5, parce que nous avons pris 10 000. Oui. Donc vous avez 36 millions fois 5. Vous êtes déjà à combien? 150 millions et poussière. Poussière, oui. D'accord? Seulement pour un seul détail de communication. 180 millions. Bon, seulement pour un seul détail de communication. Vous n'avez pas encore payé ceux qui vont poser ces banderoles. Vous n'avez pas encore payé les frais. Il me semble que pour les banderoles politiques, elles sont affranchies des taxes, des frais des régisseurs. Bon, chacun, vous n'êtes pas pour poser une banderole politique, vous n'êtes pas obligé d'aller chez le régisseur. Vous pouvez prendre vos militants, eux-mêmes montent sur les poteaux, ils les posent. Oui. Mais vous n'avez pas le droit de les poser sur les équipements des régisseurs. Il faut le savoir. Parce que les équipements là, appartiennent à des personnes privées. Les poteaux, les plaques que vous voyez partout en route là, il y a même des poteaux en route que les régisseurs eux-mêmes ont placés pour mettre leur banderole. Si vous voulez utiliser ces poteaux, vous devez payer chez le régisseur, chez celui qui a ça. L'afficheur qui a ça. Ça peut être Média Plus, ça peut être, je ne sais pas, tous ces gens-là. Vous n'avez pas le droit de venir utiliser leurs équipements. Ou vous mettez vous-même vos propres poteaux en route pour porter les banderoles, ou bien vous utilisez les poteaux électriques qui sont là pour porter les banderoles. Mais si vous voulez utiliser les supports que les publicitaires de toutes sortes ont mis, vous devez les payer. Regardez donc ça dans tout le Cameroun. Vous n'avez pas encore payé les affiches. Vous n'avez pas encore fait les tricots. Vous n'avez pas encore fait les casquettes. Vous n'avez pas encore fait tous les autres gadgets qui sont à distribuer gratuitement. Parce que personne ne va acheter votre support publicitaire pour vous voter. Donc vous voyez que l'élection présidentielle, sur tous les aspects où on peut la prendre, est une élection difficile. C'est une élection hautement difficile qui suppose que les gens se préparent longtemps à l'avance sur tous les aspects. Et en particulier l'aspect financier. Qu'est-ce que c'est que ces candidats qui veulent qu'on les considère comme des candidats sérieux, qui à 1 ou 2 jours de la clôture du dépôt des dossiers sont en train de lancer des appels à contribution publique? Mais est-ce que ce n'est pas légitime? En 92, John Fondi a eu son financement comment? Une fois de plus, je vous lis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Elimbidobe a ses documents, il a même la Bible sur la table. Hein. Toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Vous pouvez décider de collecter votre argent même le jour de la date limite de dépôt des dossiers. Qui va vous interdire de le faire? Mais est-ce que c'est avantageux? L'apôtre Paul dit, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne bâtissent pas. Tout ce que vous faites ne concourt pas à bâtir une image de respectabilité. Or, la candidature à la présidence de la République, c'est une image que vous présentez aux gens. Mais Barack Obama a procédé comme ça quand même pour avoir les fonds pour sa campagne électorale. C'était à la date limite de dépôt des dossiers. Non, peut-être que non. Voilà. Nous savons tous que, premièrement, il est normal et légitime que quelqu'un qui a un projet politique soit aidé par ceux qui croient à son projet politique. C'est ça l'adhésion. Donc le candidat qui appelle ses sympathisants, ses futurs électeurs, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui l'adoubent, tous ceux qui se mobilisent pour lui. La mobilisation n'est pas simplement de venir bavarder dans les radios pour votre candidat. La mobilisation, c'est que si vous aimez M. Akeremouna, vous devez aussi aider M. Akeremouna à gagner l'élection. En politique, chez nous au Cameroun, l'aventure politique est considérée du point de vue financier comme une aventure personnelle. Ça se
passe comme si vous êtes en train de faire un investissement qui va vous rapporter à vous seul de l'argent. C'est pour ça que vous voyez que nous avons travesti le champ politique. Les organisations politiques se sont transformées en entreprises. Elles visent des gains, des revenus. Le financement de la campagne électorale est devenu une source de recettes que des entreprises politiques visent. Et ça se passe comme ça, pourquoi? Parce que dans l'esprit des électeurs, c'est votre business à vous. C'est pour ça que nous voyons que les électeurs eux-mêmes ont tendance à juger la crédibilité des candidats sur l'argent qu'ils ont. Quand vous dites que vous êtes candidat à une élection, on regarde si votre compte bancaire répond. On ne regarde pas si vos amis, sympathisants, militants, qui se mobilisent, entre guillemets, vont vous donner une contribution. On ne regarde pas ça. Et quand vous appelez même à la contribution de vos sympathisants, on trouve cela dégradant. Ça affecte votre image. Toute chose qui n'aurait pas dû être comme cela. Partout ailleurs dans le monde, ceux qui aiment votre programme politique, ceux qui veulent vous soutenir pour aller à l'élection, ils mettent aussi l'argent en poche. Aux États-Unis, nous avons appris que Obama, c'était $10 que les sympathisants donnaient $10 chacun. Pourquoi quand un Cabral Libye appelle à contribution, ça choque les gens ou ça donne l'impression qu'il est pauvre? Les élections, ce n'est pas pour les riches. Les élections, c'est pour ceux qui veulent servir l'intérêt public. Alors justement, on parlera de la suite de ce processus électoral, de cette présidentielle, juste après la publicité. Je rappelle qu'on regarde sur Facebook Live Elimbi Lobé. Alors, Claire Sangwande, il a beaucoup d'admirateurs sur Facebook. Il a beaucoup d'admirateurs, ceux qui admirent sa Bible et ses chiffres et toute sa documentation qu'on a pu montrer sur la page Facebook officielle. Certains le trouvent très cohérent. Maintenant, il y en a qui demandent à Elimbi Lobé qu'est-ce qu'il propose concrètement à la jeunesse au vu de toutes les limites qu'il vient de décrire. On en parlera juste après la pub. Élection présidentielle 2018, on en parle avec Abel Elimbi Lobé dans ce studio de Radio Balafon. Vous avez ceux qui font l'écoute à l'instant. La pluie se calme de plus, sont plus dans la ville de Douala, mais la ville restera mouillée. Il y aura des inondations partout, sinon par endroits. Abel Elimbi Lobé, on a eu 28 candidatures au départ, 11 ont été balayées par les Camille. Il en reste donc 17 ont été balayées. Il en reste 11. Donc, ces candidatures seront soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel. Nous sommes partis pour avoir moins de candidats qu'à la dernière élection présidentielle. Votre lecture de la situation et des forces en présence? D'abord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qu'on ait élagué, c'est-à-dire coupé déjà 17. Je souhaite qu'on continue à couper. Parce que il n'y a pas une raison objective au Cameroun d'avoir 10 candidats à l'élection présidentielle. Vous voyez, les 17 qu'on a coupés là, on les a, c'est pas vous, Bojiko, hein? C'est pas vos opinions qu'on a demandé. On a tout simplement regardé la constitution du dossier et on n'a pas fini. Parce qu'on n'a pas encore examiné ceux dont les nationalités sont compliquées, etc., etc. Ici, c'est ceux qui n'ont déjà pas donné les pièces, le dossier complet. Il manque telle pièce, il manque telle pièce, il manque telle pièce. Et les CAM ne vous appellent pas pour compléter le dossier. Votre dossier n'est pas complet, on le rejette. Et le Conseil constitutionnel ne va pas réhabiliter les dossiers incomplets. Sauf si vous avez envoyé vos pièces et vous prouvez que vous avez envoyé ça à temps. Parce que peut-être quelqu'un qui a déposé... D'ailleurs, la loi ne prévoit pas que vous envoyez le dossier par des messageries. Vous ne pouvez pas envoyer votre dossier par DHL. La loi dit qu'il faut déposer ça à la direction générale des élections ou au démembrement territoriaux, notamment les agences départementales. Donc, la loi n'a pas dit d'aller mettre votre dossier sur DHL pour que DHL achemine ça. Et comme ça, si DHL n'arrive pas à temps, vous allez prouver que vous allez donner ça à DHL depuis, c'est DHL qui n'est pas venu à temps. Non, le contentieux électoral ne va pas vous permettre de vous réhabiliter de cette manière. Premièrement,
Elections Cameroun va publier la date, la liste des dossiers que lui, Elections Cameroun, a retenus. Tous ceux qui sont rejetés et qui estiment être rejetés à tort, c'est eux qui vont saisir le Conseil constitutionnel. Puis, il y aura éventuellement des récupérations, c'est-à-dire des personnes qui vont se plaindre et à qui le Conseil constitutionnel va donner gain de cause et va intimer l'ordre à Elections Cameroun de reprendre le dossier de tel ou de tel selon les arguments que... Et si je suis élu en 2019, je vais faire des efforts pour que les conditions de candidature soient encore plus corsées. Parce que nous avons vu apparaître à l'occasion de ces élections présidentielles quelque chose qui n'existait pas au Cameroun. Quoi? Le trafic des investitures. Comment ça? De tout temps, nous savons que les partis politiques investissent. Et nous savons que les partis politiques n'investissent que leurs militants. Parce que chaque parti politique est une organisation qui veut conquérir le pouvoir. À côté des partis politiques, la loi a prévu que les individus qui ne sont pas politiquement affiliés peuvent décider d'être aussi candidats. Ce sont les candidatures indépendantes. Mais à l'occasion de ces élections, nous avons vu naître quelque chose de nouveau. Des gens qui ne sont militants d'aucun parti politique, qui sont là depuis, qu'on connaît depuis, on sait qu'ils ne militent nulle part. M. Akere Mouna ne sont militants d'aucun parti politique. Jusqu'à l'avènement de ces élections, ils n'étaient pas des militants. S'il y avait un parti auquel M. Akere Mouna devait militer, ça devait être l'AFP, le parti de son frère. M. Bernard Mouna était candidat en 2011. On n'a pas vu Akere autour de lui. Bon, on ne lui fait pas un procès. Il n'est pas obligé de militer. D'ailleurs, leur sœur ne milite pas dans l'AFP. Elle milite dans le RDPC. Mais elle milite. Lui, il nous dit qu'il n'a jamais milité, ni dans le RDPC, ni ailleurs. C'est donc un candidat indépendant, par nature et a priori. Il aurait dû remplir les conditions du candidat indépendant. De même que M. Cabral Libi, qui ne milite nulle part. Avant que le parti Univers, dans lequel il n'a jamais milité, lui donne l'investiture, M. Cabral Libi ne militait dans aucun parti politique. Est-ce que cela peut leur jouer des tours devant le Conseil constitutionnel? Je ne pense pas. Parce que le dossier de candidature ne porte pas une carte de candidat, de militant. On ne demande pas de prouver que vous militez. On dit simplement que le parti politique doit vous investir. Vous devez avoir un certificat d'investiture. Mais quand le législateur a parlé comme ça, quel est son esprit? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'esprit du législateur? On veut savoir. Il va de soi que quand le législateur demande d'investiture, il demande l'accord de votre parti. C'est ça l'investiture. Le parti s'accorde que toi, Bojiko, son militant, tu dois y aller. C'est d'ailleurs pourquoi dans certains partis politiques, il y a les primaires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui veulent y aller et le parti s'assoit et organise une élection interne pour désigner. C'est ce que le SDF fait. C'est ce qui est prévu dans le cadre du SDF. Sauf qu'en 2011, le SDF ne l'a pas fait. M. Froundi n'a été investi dans aucun congrès. Et pourquoi cette année, Froundi a changé d'attitude? Bon, on va en parler après. Oui. Mais, dans d'autres partis aussi, les statuts sont clairs. Le jour où vous accédez à la présidence du parti, vous êtes le candidat du parti. Il ne va pas réorganiser une autre élection. Donc, gagner la présidence du parti, c'est d'office être investi. C'est le cas du RDPC. Donc, les choses sont claires. Nous voyons que dans tous les cas, c'est le militant qui est le candidat du parti. Maintenant, nous avons vu un nouveau cas qui est apparu où le parti Univers a un président. Ce président n'est pas le candidat. Le parti Univers, ses propres militants, aucun d'eux n'a dit qu'il est le candidat du parti et veut aller aux élections pour porter les couleurs du parti. Personne n'a dit ça dans le parti Univers.
celui que le parti Univers vient investir, c'est un indépendant. Alors, le parti Univers a donné son investiture à quelqu'un qui n'en est pas le militant. Par générosité, le parti Univers a donné son investiture à Cabral Libby. Cabral Libby et le parti Univers, c'est la même vision du monde. Parce que quand je suis militant du SDF, j'ai la vision du monde du SDF. Monsieur Cabral Libby, quand il était assis là, des années où il n'était pas militant, il avait la vision du monde du parti Univers ou bien il a seulement eu ça à l'approche des élections. Univers lui a donc donné l'investiture moyennant quoi? Univers a donné l'investiture à un indépendant pour que cet indépendant aille gagner des millions de francs dans le cadre du financement de la première tranche de la campagne électorale. Gracieusement, oui, monsieur Cabral Libby, venez, prenez mon investiture, allez vous débrouiller et quand vous allez gagner votre première tranche de la campagne électorale, peut-être 100 millions, peut-être 200 millions, parce que c'est le président Biya qui fixe tout ça, peut-être 300 millions, prenez ça et partez. Le parti Univers est si généreux. Le FPD, qui a donné son investiture à M. Mouna, qui n'en était pas militant. M. Mouna n'a jamais milité dans le FPD. Je suis sûr que le jour où il a pris l'investiture du FPD, si vous lui demandiez une semaine avant quel est le nom du président du FPD, il ne savait pas. Il n'a jamais été militant de ce parti. Bien. Le FPD, qui se trouve en Ngaoundéré, qui a gagné un conseiller municipal en Ngaoundéré premier, qui a été candidat dans tout le Cameroun, dans une seule commune, la commune de Ngaoundéré premier, où il a gagné un seul militant, un seul conseiller municipal. Ce FPD-là a donné son investiture à M. Akere Mouna à titre gracieux. C'est une question que je pose. Nous savons que nous sommes entrés là dans l'ère des trafics des investitures. Et ça pose un problème de moralité déjà des candidats qui ont ces investitures, qui leur sont données par des partis auxquels ils n'ont jamais milité, auxquels ils n'ont jamais contribué à la croissance. Parce que quand vous êtes militant d'un parti, vous travaillez toute votre vie durant, pendant le temps que vous vivez dans ce parti, pour la croissance de ce parti, pour le progrès de ce parti, pour sa marche en avant vers le pouvoir. Voilà donc des gens qui n'ont jamais contribué à la réussite ni du parti Univers, ni du parti FPD, mais qui sont aujourd'hui les porteurs des couleurs de ces partis. Cela s'est fait moyennant quoi? Dès lors qu'on sait que de vastes sommes, d'importantes sommes d'argent sont en jeu dans le cadre du financement de la campagne électorale. Croyez-vous que si le code électoral ne prévoyait pas qu'on donne de l'argent public aux partis politiques pour financer leur campagne électorale, les gens seraient allés dans des partis auxquels ils n'appartiennent pas chercher les investitures? Qu'est-ce qui va se passer après? Si M. Cabral Libby n'est pas président de la République le 7 octobre, le 8, il sera toujours militant du parti Univers. Hein, M. Akere Mouna, s'il n'est pas élu le 7 octobre, le 12 octobre, il sera toujours militant. Il ira aux réunions du parti Univers, s'asseoir là-bas avec les militants de base. Donc nous voyons comment les gens travestissent l'ordre des choses. Et c'est les opposants qui font ça. Vous avez vu le RDPC un jour donner l'investiture à un homme qui n'est pas son militant? Non. Il n'y a que dans les partis d'opposition qu'on fait ce genre de choses. Le SDF, en 2013, a donné l'investiture à Mbemjang Delors dans le camp aux élections législatives. Mbemjang Delors est militant du SDF. Mbemjang Delors était un transfuge du RDPC qui a créé lui-même son parti qui est dans sa valise. Et il vient chercher dans le littoral l'investiture dans le département du Cap. Et on la lui a accordée. Bon, les électeurs ont décidé de cette affaire puisque Mbemjang Delors a disparu de la scène. Et c'est bien comme ça.
Parce que ça montre que nos électeurs ne sont plus des gens à qui on peut faire n'importe quoi. Et il faut qu'à l'occasion de ces élections présidentielles qui arrivent, une fois de plus, nos électeurs montrent aux hommes politiques la voie. Parce qu'on attendait que ce soit les hommes politiques qui nous montrent la voie, mais maintenant c'est nous qui devons montrer la voie aux hommes politiques. Nous devons leur faire comprendre que vous ne pouvez pas tout nous faire faire. Vous n'avez pas le droit de nous faire voir toutes sortes de choses. Vous n'avez pas le droit de nous faire voir votre immoralité. Il ne faut pas croire que l'immoralité, c'est seulement quand on vole l'argent dans les caisses de l'État. L'immoralité, c'est aussi dans vos comportements, dans les transactions que vous faites. Qu'elles soient privées ou publiques, dans le domaine public. Pourquoi vous êtes candidat investi par des partis auxquels vous n'appartenez pas? Alors que vous devez vous assumer comme candidat indépendant. Ceux qui auraient pu braver les difficultés de la candidature indépendante auraient commencé par montrer leur crédibilité en tant que candidat. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi le faux. Allez prendre l'investiture des partis auxquels vous n'appartenez pas. Vous croyez que les présidents de ces partis vous ont donné cette investiture-là à titre gracieux? Nous n'avons pas besoin de faire un débat là-dessus. Tout le monde sait comment cela s'est passé. Ces investitures ont été achetées. Ces investitures achetées. Parce que le président de ce parti, qui a donné ces investitures-là, sait que vous irez toucher de l'argent. Il ne va pas vous donner un quitus pour aller toucher de l'argent et lui reste le ventre vide. Hein? Le seul mérite que vous avez, c'est que vous avez 30 millions à payer et vous touchez 250 millions et vous ne donnez rien à l'univers. Vous touchez 250 millions et vous ne donnez rien au FPD. Vous qui croit à ça au Cameroun? Qui croit à une telle chose au Cameroun? Personne ne croit à ça. Donc nous avons là une nouvelle catégorie d'immoralité que nous n'avons pas prévue. Ceci nous amène à dire que il faut restructurer le code électoral sur ces questions. Si je suis député demain, ce n'est pas un élu qu'il faut pour être candidat à l'élection présidentielle. Il en faudra au moins 10 ou 15. Je vais agir autant faire se peut pour qu'on change cette disposition du code électoral. Parce que c'est à ça que sert la loi. La loi sert à amener les gens à abandonner les vices pour entrer dans la vertu. Donc si je suis un jour député dans ce pays, l'un de mes combats, autant je veux qu'on donne des sièges de députés aux Camerounais de la diaspora, parce que j'estime qu'à partir du moment où les Camerounais de la diaspora votent le président de la République, et que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, il est bon qu'eux-mêmes aussi soient à l'Assemblée nationale pour contrôler l'action de ce président qu'ils ont voté. Si je suis député, ça fait partie de mes combats. Comme ça fait partie de mes combats, de modifier le code électoral pour que demain ou après-demain, les gens n'aient plus acheter des investitures. Il faut que les gens s'assument. Nous, on a fait le choix des années et des années d'être des militants de partis politiques. On a fait ce choix d'être des militants de partis politiques. Ça nous a coûté beaucoup. Vous qui n'avez jamais voulu militer, vous ne pouvez pas venir maintenant tirer profit d'une construction politique à laquelle vous n'avez jamais participé. C'est une question d'assainissement des mœurs politiques dans le pays. Et ça commence aussi par là. Merci beaucoup. Merci infiniment, Abel Elie Bilobert.